Qui est le plus grand champion de l'histoire de la Formule 1? Voilà une question qui peut lancer de gros débats. Il y a quelques jours, Mick de la chaîne Formule Blabla a lancé un petit défi à d'autres collègues youtubeurs de Formule 1 de faire un top 10 des plus grands champions de l'histoire de la F1. Évidemment, c'est très subjectif. Et très risqué, hein. Personnellement, je soupçonne Mick de vouloir se débarrasser de tous ses alter ego pour régner seul en grand maître sur le YouTube F1. Auquel cas, bravo à toi Mick, parce que c'est finement joué, et nous justement, on joue le jeu. Et je me suis donc lancé dans ce classement très subjectif. Voici mon top 10 des plus grands champions du monde de l'histoire de la F1. Avant toute chose, gros disclaimer, je vais dire beaucoup de conneries dans ce top. Si je vous dis que Schumacher a 91 victoires, bon là ce sera pas des conneries, hein, c'est vrai. Mais je dis ça parce qu'en fait il n'y a pas de bonne réponse. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a tout simplement pas de bonne réponse à cette question. Il n'y a pas de classement officiel et vrai sur ce sujet. La F1 a énormément évolué en 70 ans et c'est pour ça que nous ne pouvons pas comparer les pilotes. Même comparer des pilotes dans un intervalle de 5 ans, c'est déjà idiot parce que tout évolue tellement vite et le contexte est tellement différent. De plus, en Formule 1, le moindre petit détail est si important que le négliger ne serait pas bon. Et entre 1950 et 2022, tout a changé en Formule 1. Les voitures, les équipes, le style de pilotage, les mœurs, la sécurité, la technologie, les règlements, tout. Par exemple, la voiture de Farina en 1950, c'est ça. Et la voiture de Max Verstappen en 2022, c'est ça. Mis à part le fait qu'il y ait 4 roues, et encore, ces 4 mêmes roues ne sont pas comparables, et un volant avec un pilote dedans, il n'y a pas grand chose en commun, quoi. C'est pas pareil. Bref, pour faire ce classement, je me suis servi de mes critères d'évaluation, ainsi que de mon ressenti personnel qui a été, influencé par tout ce que j'ai pu apprendre justement sur le sujet. Et pour moi, la vitesse d'un pilote est très loin d'être le seul critère. Genre en 1, ce serait Senna, en 2, Clark, en 3, Hamilton, et encore, je ne suis pas sûr. Non, je juge sur tous les aspects du métier de pilote de Formule 1, qui est un métier vraiment très complexe et très complet. Et je suis sûr que si je devais refaire ce classement dans un an, il pourrait être bien différent. Parce que moi-même, je ne suis pas 100% d'accord avec ce que je vais vous dire. Bon, vous avez compris l'idée, voici le top 10. Numéro 10, Jack Brabham. 3 titres de champion du monde, 14 victoires en 123 Grands Prix. Black Jack était évidemment rapide et bon gestionnaire. Ce n'est pas pour rien qu'il a remporté autant de titres dans une époque où la fiabilité, le danger et les innovations empêchaient toute ère de domination comme aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le champion le plus connu de l'histoire de ce sport, mais Jack a fait évoluer la F1 à sa manière. Ingénieur dans l'armée de l'air australienne durant la Seconde Guerre mondiale, Black Jack a ouvert la voie à une vague de constructeurs privés, des garagistes, par ses compétences techniques. Capable de mettre au point des voitures et même de gagner avec sa propre équipe. La victoire, oui, mais surtout le titre en 1966. De plus, le fait qu'il ait gagné avec des voitures aussi différentes joue en sa faveur. Entre la Cooper T51 Climax de 59 et la Brabham BT33 Ford Cosworth de 70, il y a un gouffre. Voilà pourquoi Jack Brabham. Numéro 9, Fernando Alonso. Une détermination sans faille et une passion débordante pour le taureau des Asturies. Lui qui a amené la Formule 1 en Espagne a certes fait de mauvais choix de carrière, mais ces derniers lui ont permis de se démarquer encore plus. Il est l'un des derniers pilotes, si ce n'est le dernier, qui sublime des monoplaces qui ne rendent pas justice à son talent. Que ce soit la Renault de 2008 et de 2009, ou alors ses Ferrari, notamment en 2010 et 2012, ainsi que ses McLaren et ses Alpine. Mais Fernando, c'est aussi une science du dépassement. Science qui a tendance à se perdre, mais qui nous offre encore des bagarres sensationnelles avec le respect en piste, comme un vestige d'une époque révolue. Oui, je suis un petit peu le vieux réac, mais c'est pas totalement faux. Et surtout, Fernando, c'est une immense part d'instinct qui se traduit par sa ruse lors des départs et ses bagarres. Non, au vu de son talent, 2 titres ne sont pas assez. Mais 2 titres, c'est ce qu'il a avec 32 victoires, et dans ces 32 victoires, 14 ont été acquises avec des voitures sous-performantes. Voilà pourquoi Fernando Alonso. Numéro 8, Lewis Hamilton. Oui, 8, ça peut paraître dur, mais Lewis est incontestablement le meilleur pilote de sa génération. Ce qui empêche de le mettre plus haut, c'est le doute qu'il laisse.
C'est faux de dire qu'il n'a eu que les meilleures voitures durant sa carrière, car de 2009 à 2013, il a dû se battre avec des machines bien inférieures, et a remporté durant cette période 13 victoires avec panache. Quoi qu'il en soit, Lewis n'a pas volé sa place dans les meilleures équipes car il est l'un des pilotes les plus rapides de tous les temps. Le tout avec une vista incroyable comme en témoignent ses performances impressionnantes sous la pluie, Silverstone 2008 ou Turquie 2020, mais il y a aussi des performances sur un tour et j'ai vraiment un gros faible pour Singapour 2018. Peut-être le tour qualif le plus impressionnant avec celui d'Ayrton Senna à Monaco en 88. Mais ce qui m'empêche de le mettre plus haut, c'est que de mon point de vue, il n'a rien révolutionné en Formule 1. Certes, il a usé de tout ce qu'il pouvait pour dominer la discipline. Et il a peut-être été victime de ses choix de carrière parfaits, ce qui au passage le met devant Alonso, pour n'être que 8ème malgré ses 7 titres et 103 victoires au moment où je tourne. Et l'histoire se souviendra de lui quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi Lewis Hamilton. Numéro 7, on rentre dans l'impossible à classer. Entre la 7ème et la 4ème place, c'est extrêmement serré. Mais je vais mettre Jackie Stewart. Le premier vrai pilote professionnel qui avait compris que le style de vie en dehors de la voiture était tout aussi important que le talent dans la voiture. L'Écossais était très rapide et s'est battu dans ses jeunes années face à Graham Hill ou Jim Clark, formant un trio ô combien appréciable qui démocratisera la Formule 1 auprès du grand public. Mais Jackie, c'est une pointe de vitesse folle, avec une petite réserve durant les Grands Prix pour s'assurer de la victoire. Certaines de ses performances aberrantes ont fait de lui l'un des plus grands de tous les temps. 3 titres de champion du monde et 27 victoires. Un record à l'époque, pour ce qui est des victoires. Mais Jackie, c'est une conscience qui a survécu à ce sport si dangereux. Un sport qui lui a pris ses amis comme Clark, Courage, Rint, Seifert, Williamson ou encore Sever. Ce qui lui a fait renoncer à son 100e et dernier Grand Prix. Jackie était intègre, et la F1 lui doit beaucoup en plus de son talent et de sa classe incomparable qui a fait de lui l'homme à battre pendant plusieurs années. Voilà pourquoi Jackie Stewart. Numéro 6, Niki Lauda. Comment décrire Niki ? Le premier mot qui me vient, c'est détermination. Oui, parce que tout être normalement constitué aurait fui les circuits après un tel accident. Et si cette personne n'était pas si ordinaire que ça et qu'elle serait revenue, aurait-elle eu autant de succès ? C'est en ça que Niki est extraordinaire. Niki ne jurait pas uniquement grâce à sa vitesse. Il était inutile de dire qu'il était rapide. On parle des plus grands champions du monde de l'histoire de la Formule 1, alors forcément ils sont tous rapides. Non, Niki était incroyablement intelligent et c'était un homme déterminé. Recommandé par Claire Regazzoni, son équipier chez BRM en 73 pour rejoindre Ferrari, Niki s'imposera chez les Rouges. Un caractère aux antipodes du Commendatore qui offrira une belle balance au constructeur italien et voilà pourquoi Niki a remporté le titre en 75. Puis cette balance s'est un petit peu cassée et Niki n'avait plus les faveurs de son équipe, mais en 77, il a malgré tout remporté le titre mondial. Titre acquis après son accident. Enfin, Niki est revenu après 2 ans d'arrêt en 82 et remportera un 3e et dernier titre en 84 face au pilote plus rapide Alain Prost. Comment Niki a-t-il accompli tout ça ? Sans intelligence. On l'appelait l'ordinateur. Il faisait tout méthodiquement et soigneusement pour être devant et ne s'occupait de la victoire que dans les derniers tours. Une machine redoutable. C'est comme ça qu'il a remporté 3 titres de champion du monde et 25 victoires. Voilà pourquoi Niki Lauda. Numéro 5, je sors le gilet pare-balles, Ayrton Senna. L'un des pilotes les plus populaires de l'histoire. Le Brésilien est arrivé en Formule 1 et a explosé immédiatement en surclassant des voitures moins puissantes, enfin moins performantes. Toleman, puis Lotus et enfin il débarque chez McLaren. Le style de pilotage d'Ayrton Senna était très agressif et très spectaculaire. Un joli parallèle avec un certain Gilles Villeneuve, un équilibriste. Senna dansait avec sa voiture et atomisait ses adversaires dans la chasse au chrono. 65 pole positions. En bagarre, Senna ne lâchait rien et il était malin. Et comment ne pas parler de la pluie ? Mais vous vous demandez certainement pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut, et je vous répondrai que Senna avait des manques dans certains domaines. À son époque, la F1 était devenue très professionnelle et les enjeux étaient énormes, plus que 10 ans auparavant. Dans cette époque, la vitesse seule ne pouvait pas suffire, et Senna manquait peut-être de force et de vice dans la gestion des courses et des événements. Cela dit, ces 2 années à regarder les ailerons arrière des Williams en 92 et 93 l'avaient assagi, comme s'il avait appris que pour gagner, il ne pouvait plus compter uniquement sur sa vitesse. Et en 94, Senna était plus complet que jamais. Mais jamais nous saurons ce que le pilote le plus rapide de l'histoire de la F1 aurait pu faire. Voilà pourquoi Ayrton Senna. Numéro 4, Jim Clark. Pour faire simple, Jim Clark était le Hamilton des années 60. Mais Jim a développé ce style, le pilotage parfait, à la limite de la voiture sans la dépasser, une propreté déconcertante. Son seul véritable adversaire fut la fiabilité de ses autos. Sur 72 Grands Prix en championnat du monde, Jim en a remporté 25.
mais il a abandonné 28 fois. Et nul doute que s'il avait moins abandonné, Jim aurait beaucoup plus de victoires. Tenez-vous bien, il a 11 hat-tricks et 8 grands chelems. 8 grands chelems. Et malgré les dominations récentes de Schumacher, Vettel et Hamilton, il demeure encore aujourd'hui le recordman de grands chelems en F1. Ce n'était pas compliqué, si Jim terminait la course, il était premier quasiment tout le temps. Et si l'on rajoute les courses en championnat, on peut rajouter 19 victoires de plus, ce qui fait monter le total à 44 sur 82 courses terminées. Et là, les chiffres de Jim Clark lui rendent justice. Car le style de Jim a été imité par plein d'autres. La perfection ultime instaurée par le double champion du monde de fermier écossais. L'un des meilleurs pilotes de tous les temps, trop injustement oublié. Voilà pourquoi Jim Clark. Numéro 3, Alain Prost. Oui, Alain Prost. Celui pour qui 4 titres de champion du monde ne rendent pas justice au pilote. Pourtant, 4 titres et 51 victoires, c'est tout simplement énorme. Prost est trop injustement cantonné au rôle du râleur et du méchant français contre Ayrton Senna. Idée largement véhiculée et bien amplifiée grâce à certains documentaires. Et c'est vrai, Alain Prost râlait beaucoup. Et oui, il a fait quelques erreurs, mais comme Michael Schumacher, on ne peut pas réduire une immense carrière et un pilote si complet à ces quelques faits. Parce qu'Alain Prost, c'est un pilote qui a eu 2 carrières. Un début un petit peu brouillon et tellement haché par sa mécanique. C'était le plus rapide au début des années 80, mais jamais il n'a pu remporter le titre. En 84, il a perdu face à Niki Lauda, mais contrairement aux 2 années précédentes, Alain était bon perdant face à l'Autrichien. Le Français s'est alors inspiré de Niki pour s'apprivoiser un autre style, celui du professeur. Alain était très intelligent et comprenait mieux que n'importe qui toutes les subtilités de la Formule 1, et de la Formule 1 en sens large, en plus d'être un pilote incroyablement talentueux sur la piste. Alain pouvait sembler arrêté lorsqu'il faisait un tour chrono, mais au final, il était aussi rapide que les autres. Et le dimanche soir, c'est lui qui était sur la plus haute marche. En 86, il a remporté un titre largement dominé par les Williams, parce qu'il a mis à profit son intelligence de course. Et cette dernière était à grande échelle, car il n'était pas juste un bon gestionnaire de course, mais aussi un bon gestionnaire de championnat. En 13 saisons de Formule 1, Alain a été 9 fois dans la course au titre. 9 fois. Ça en dit long. En 88, il avait même marqué plus de points qu'Ayrton Senna. Pourtant, le Français était moins rapide et sa place chez McLaren a été réduite petit à petit. Senna était mieux apprécié de McLaren et surtout de Honda. Mais Prost a résisté. Et à l'âge de 38 ans, dans un environnement Williams qu'il n'appréciait pas, Alain a remporté son 4e et dernier titre avant de se réconcilier avec son plus grand rival. Senna ne peut pas exister sans Prost. Et Prost ne peut pas exister sans Senna. Et si Senna était incontestablement plus rapide, Prost était plus complet et plus intelligent. Voilà pourquoi Alain Prost. Numéro 2, Michael Schumacher. Oui, Schumacher fait débat. Oui, Schumacher a fait des crasses. Mais ses tâches sur son CV témoignent d'une détermination immense et parfois débordante. Une rage de vaincre terrifiante. Mais Schumacher, ce n'est pas que ça. Loin de là. C'est même surtout autre chose. Schumacher, c'est un subtil mélange du meilleur de ceux qui l'ont précédé. Il n'était peut-être pas le plus fort dans chaque domaine. Et il y a même des chances que si vous prenez un domaine en particulier, ce ne soit pas lui le plus fort. Mais il était le plus fort parce qu'il maîtrisait chaque domaine. Et il en a même créé d'autres. Surpréparé, il repoussait chaque détail. Il a révolutionné le métier de pilote et optimisé chaque détail. Un esprit qui se ressent en piste avec une grande précision. Lui aussi surperformait avec des voitures plus faibles. Lui aussi a permis à la Scuderia de retrouver les sommets. Le tout grâce à son aura et ses compétences techniques et humaines. Lui aussi était rapide. Lui aussi avait une grande intelligence de course. Son équipe pouvait lui demander n'importe quoi et il le faisait. Comme en Hongrie en 98 avec une Ferrari moins performante que les McLaren. Ross Brown lui demandait alors de reprendre 25 secondes en 19 tours et Schumacher l'a fait en enchaînant les tours qualifs. Et à la fin, il a gagné. C'est peut-être la course qui résume le mieux Michael Schumacher. Mais il y en a tellement. Si on veut simplifier, on peut dire que Schumacher c'est presque un mélange entre Prost et Senna. Senna compte 3 titres et Prost 4. Schumacher 7. Senna compte 41 victoires et Prost 51. Schumacher 91. Presque. Voilà pourquoi Michael Schumacher. Mais si Michael Schumacher a révolutionné le métier de pilote de Formule 1 pour le faire passer d'une époque à l'autre, en le repoussant vraiment au-delà de toute limite, il y a une chose que Schumacher n'a pas fait. L'esprit de pilote de Formule 1. En ça, Schumacher et tous les autres marchent dans les traces d'un homme. Mais avant de passer au numéro 1, voici les mentions honorables. Simplement tous les autres champions du monde. Alors certes,
Ils ne sont pas tous de la même trempe, mais ils ont tous réussi à se battre et à battre tous leurs adversaires sur une saison. Que ce soit Farina, à jamais le premier, Ascari dont la vitesse pouvait présager d'une rivalité folle avec Fangio, comme Hawthorne, qui malgré son inconstance a réussi une année à devenir le numéro 1, à Phil Hill, dont le titre au volant d'une Ferrari magnifique fut l'un de ses jours les plus sombres en perdant son ami et rival. À Graham Hill, que j'hésite à mettre 11e tant l'anglais donnait la réplique à Jim Clark ou Jackie Stewart. Derrière sa classe apparente se cachait un assoiffé de victoire. Comme Surtees qui demeure l'unique champion du monde sur 2 et 4 roues, battant lors d'une finale épique en 64 les deux plus grands pilotes de sa génération, Jim Clark et Graham Hill. Comme Denny Hulme, champion du monde discret qui remporta malgré tout 8 victoires et le titre de 67, le troisième homme du trio Brabham, McLaren, Hulme. Ces Océaniens qui dominèrent un temps la F1. Rindt, lui aussi aurait pu avoir un palmarès bien plus grand si sa passion ne l'avait pas fauché. L'unique champion du monde à titre posthume qui en 70 semblait avoir eu un déclic. N'oublions pas Emerson Fittipaldi, premier champion brésilien et plus jeune champion du monde en 72. Mais aussi James Hunt, qui a tout mis sur une année pour battre le meilleur pilote de sa génération, Niki Lauda, aux antipodes de l'Autrichien. S'ensuit Andretti et Scheckter, deux champions du monde presque oubliés dont leur titre n'est aucunement volé au vu de leur belle carrière. Andretti fut même la star de deux mondes. Et Jones, que Frank Williams a réussi à canaliser pour emporter le titre. Rosberg, Keke Rosberg, dont la régularité lui a permis de remporter le championnat le plus ouvert de l'histoire. Mais n'oublions pas Piquet, qui lui aussi mérite sa place dans le top 10. Car malgré sa décontraction et son esprit déconneur, arrivait à briller au volant de voitures délicates. Et qui, au volant de voitures redoutables, remporta 3 titres de champion du monde. Mais le Brésilien fut masqué par Prost et Senna, un peu comme Mansell, son rival de toujours. Un Anglais moustachu qui faisait preuve d'une détermination sans faille et qui, à force de patience, finit par s'imposer brillamment dans une des saisons les plus dominées de l'histoire. À Damon et Jacques, deux fils qui, le temps d'une saison, ont réussi soit à égaler, soit à réaliser ce dont leur père rêvait. N'oublions pas Häkkinen, le Finlandais volant avec sa vitesse diabolique, le seul à s'être confronté directement de façon crédible à Senna et Schumacher. Raikkonen, le Finlandais au regard perdu dans ses rêves de piloter une Formule 1 le plus vite possible, qui faisait preuve d'une rapidité et d'une intelligence de course phénoménale, tout comme sa malchance, mais qui au final soufflera le titre de McLaren. Button, qui remportera l'un des titres les plus improbables et qui au passage rappellera qu'il fait partie de la génération dorée des années 2000 avec sa classe naturelle et sa finesse sous la pluie. Et Vettel, lui aussi mérite sa place dans le top 10. L'un des meilleurs de tous les temps avec le bon matériel. Un perfectionniste mais qui subira trop dans sa deuxième partie de carrière qui ne lui rend pas justice. Rosberg, Nico Rosberg qui mettra toute sa vie de côté pour battre le temps d'une saison l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Et Verstappen, qui incarne à lui seul toute une génération et qui a le potentiel d'un jour rentrer dans ce top 10. Mais passons au plus grand champion de la F1. Numéro 1, Juan Manuel Fangio, le maître, le parrain de la Formule 1. Lui qui posa les bases que tous les grands pilotes après lui reprendront pour s'imposer. L'Argentin avait compris la subtilité de ce sport avant tout le monde. La minutie du réglage mêlait un pilotage propre et soigné. C'est comme ça que Juan a dominé toute une décennie indépendamment de sa voiture. Champion du monde avec Alfa Romeo en 51, Maserati, Mercedes en 54, Mercedes en 55, Ferrari, Lancia en 56 et Maserati en 57. 5 titres de champion du monde, record qui ne sera battu qu'en 2003 par Michael Schumacher et en 2019 par Hamilton. De plus, Fangio c'était une classe avec une prestance qui intimidait les autres uniquement par sa présence. Lui dont un pilote avait ralenti pour ne pas lui prendre un tour. Lui dont un rival pour le titre a renoncé à ses chances de sacre pour le lui offrir. Mais Fangio, c'est aussi un immense instinct de conservation. À Monaco en 1950, il remarqua un carambolage devant lui en constatant que le public ne le regardait plus. Cet instinct qui lui a permis d'échapper au drame des 24 heures du Mans 55. Mais aussi un talent qui mettra tout le monde d'accord comme au Nürburgring en 57, lorsqu'il rattrapa plus de 35 secondes de retard en un tour pour remporter son 5e titre ainsi que sa 24e et dernière victoire en Grand Prix. On peut dire que tout ce que les grands champions ont fait dans l'histoire de la F1, Fangio l'avait fait avant. Voilà pourquoi Juan Manuel Fangio. Aparté incroyable. Là, en fait, la voix, évidemment, vous savez, je fais des coupures et tout, parce que sinon, ce serait un petit peu géant. Mais curieusement, j'arrive à 24 minutes de voix off. Et Fangio a 24 victoires. Voilà. C'est incroyable, hein. Bref. Au final, comme dirait Mika Häkkinen, il n'y a pas de numéro 1
en général, quoi. Il n'y a pas de numéro 1 dans l'histoire de la Formule 1. Il y a des numéros 1, mais dans un instant vraiment très court. Un instant vraiment, ben, ça peut être un Grand Prix, un week-end de course, mais pas plus loin, quoi, au final. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de ce top 10 sur les plus grands champions du monde de l'histoire de la Formule 1. Alors évidemment, je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Tant mieux, c'est parfait. Juste, c'est vraiment c'est cool. Donc mettez-le moi en commentaire. Évidemment, soyez respectueux parce que bon, c'est mon avis aussi. Hein, je voulais partager. Donc soyez pas crétins en mettant des commentaires pour vouloir m'assassiner. Voilà. De toute façon, j'ai les pare-balles. Allez-y. Hein. Bref, merci à toi, Mick, d'avoir lancé ce petit défi. C'était vraiment intéressant de me replonger vraiment. De toute façon, se replonger dans l'histoire de la Formule 1, c'est toujours cool. Mais là, vraiment, d'aller chercher plein de petits trucs qui pourraient faire basculer un pilote dans une place un petit peu plus haute ou un petit peu plus basse du classement, c'était encore plus intéressant. Se remettre un petit peu dedans, quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais voilà, si ça vous a plu, vous savez quoi faire, hein, 5 gestes importants. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, vous les connaissez à force, tous les liens en description. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer la Formule 1. À la prochaine. Ouais. C'est putain, la 7ème à la 4ème place, putain, entre Stewart, Lauda, Senna et Clark. Compliqué. Compliqué de tout mettre dans l'ordre et c'est dur. C'est dur. Voilà. Mais c'était vraiment plaisant. Comme je disais juste avant, c'est vraiment plaisant à faire. Voilà. Et sinon, moi je vous fais des bisous.